passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Il est une chose certaine, si je n'avais pas rencontré ma femme, je n'aurais jamais découvert le secret de l'univers. Je suis un drôle de gars quand même. Tout jeune, je me suis intéressé à la matière, à l'électricité, tout ça. Je me demandais ce que c'était que la matière. Quand j'ai demandé ça à ma mère, elle me dit « Qu'est-ce que c'est maman que la matière ?»« Oh là là, la matière !» Mais mon petit, si tu veux chercher à savoir ce que c'est que tout ça, l'électricité, la vie, tu peux devenir fou. Oh là là, bah alors, je n'ai pas du tout à devenir fou. Alors, j'ai laissé tomber pendant un bon moment. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire même à l'âge de 12 ans, je me suis opposé au principe de Newton, parce que le principe de Newton, c'est un équilibre de billes qui sont posées les unes sur les autres. C'est un système absolument irréalisable. Alors, j'ai commencé à poser des questions là-dessus, mais un jour, on m'a dit, j'avais 13 ans à l'époque, le mouvement perpétuel, on ne le réalisera jamais. Et alors moi, Léon Raoult-Lathème, je me suis dit, du moment que la science ne sait pas, eh bien moi, Léon Raoult-Lathème, je vais pouvoir le faire. Ou tout au moins, si on ne peut pas le réaliser, je saurai pourquoi on ne peut pas le réaliser. Par contre, si on peut le faire, je le ferai. Alors je me suis mis à chercher. Et pendant 20 ans, j'ai cherché à réaliser un mouvement perpétuel. Et je me suis marié entre-temps. Et je peux dire que pendant une dizaine d'années, j'ai empoisonné ma femme à force des centaines d'expériences. Un jour ceci, un jour cela. Et j'en rêvais la nuit. Et je faisais des tas de projets. Et il fallait que je recommence à chaque fois. À chaque fois, je recommençais une nouvelle expérience. Je dis, celle-ci, elle est bonne. Non, elle n'est pas bonne, j'en fais une autre. Mais je fabriquais des pièces d'horlogerie à l'époque. Je suis horloger de métier. On me surnommait l'horloger de l'univers, c'est pas mal. Hein, c'est assez intéressant. C'est un grand honneur. Eh bien, à l'âge de 33 ans, j'ai découvert ce qu'on appelle la dégravitation, qui permet effectivement de comprendre toute la mécanique universelle, tout le mouvement perpétuel qui se produit dans l'univers, dans les étoiles, dans les atomes. Et je peux dire que le ciel m'est tombé sur la tête. À ce moment-là, j'ai tout compris. En 5 minutes, j'ai expliqué tous les phénomènes physiques qui pouvaient s'imaginer. Alors, c'était quand même très intéressant. Mais malheureusement, j'ai 85 ans et aujourd'hui, je n'ai encore pas réalisé de mouvement perpétuel. Par contre, j'ai fait de longues expériences, j'ai fait des réalisations très, très intéressantes que j'aimerais bien vous montrer. Et vous allez voir, c'est très, très, très intéressant. Alors maintenant, je vais vous présenter mon tracteur magnétique. C'est pas rien, mon tracteur magnétique. C'est le premier appareil que j'ai fabriqué avec mes aimants. Alors j'ai ici un système magnétique avec un aimant qui est ici, qui va tourner avec un moteur. Je vais faire tourner un autre aimant ici. Alors ce ne sont pas des aimants, ce sont des disques magnétiques, c'est-à-dire des disques en bois, qui sont garnis en périphérie de nombreux aimants. Ici, pôle nord, ici, pôle sud. Mais vous n'avez qu'une seule polarité sur chaque disque. Alors, lorsque je fais tourner celui-ci, alternativement, un pôle nord se rapproche d'un pôle sud, et ensuite il se dégravite. Alors, je fais tourner donc un aimant avec un moteur. Je lance ce moteur, ça va faire un peu de bruit. Voilà. Lorsque je fais tourner mon premier aimant, l'autre aimant se met en rotation synchronisée avec le premier. Alors, je dis en principe, non pas en principe, je démontre par la même qu'il y a production d'énergie, c'est-à-dire lorsqu'il y a deux aimants qui sont en rotation synchronisée, ils produisent véritablement de l'énergie. Et non seulement ils vont en produire, mais vous allez voir le résultat. Alors, je fais tourner mes deux aimants. Le premier fait tourner le deuxième.
Alors, cette démonstration prouve qu'avec mon tracteur, j'emporte un poids ici qui est l'équivalent d'à peu près 50 kg de tirage, de charge. Ce qui est épouvantable, ce qui est absolument extraordinaire. J'ai un aimant ici qui tourne à une certaine vitesse. Simplement, par champ magnétique, il entraîne un deuxième aimant qui tourne à la même vitesse en rotation synchronisée. Et alors qu'il ne doit pas produire d'énergie, il emporte avec lui 50 kg de charge. Et en montant une cote à 5%, alors, mon but à moi, c'est précisément de construire pour l'avenir des voitures qui vont permettre de rouler en rechargeant automatiquement les batteries en cours d'utilisation. C'est-à-dire que nous allons pouvoir, avec un système non pas similaire, mais disons copier un petit peu là-dessus quand même, avec des aimants qui vont tourner en synchronisme, nous allons pouvoir produire de l'énergie et donc recharger des batteries gratuitement dans des voitures. Et donc, sans passer à la pompe, on aura une voiture magnétique ou magnéto-électrique, c'est-à-dire une voiture qui est foncièrement magnétique, qui va pouvoir produire de l'énergie gratuitement. C'est pour l'avenir, on n'y est pas encore. Mais dans les quelques années à venir, ça va être fait. À condition qu'on ne nous mette pas des bâtons dans les roues, ce qui est très habituel actuellement. Enfin bon, j'espère que ça ne se produira pas. Je me suis lancé directement ensuite dans le problème du magnétisme qui me subjuguait. C'était un phénomène absolument extraordinaire, attiré à distance, repoussé à distance, pourquoi, etc. Il fallait trouver la solution. Mais j'ai pensé qu'on pouvait en tirer quelque chose. Et c'est justement là que j'ai cherché à réaliser un mouvement perpétuel avec ce système, sans savoir du tout que je cherchais le secret de l'univers. Or, il s'est arrivé une chose certaine, c'est que le jour où j'ai découvert la dégravitation, c'est-à-dire le moyen de supprimer l'attraction entre deux pôles, un pôle nord et un pôle sud qui s'attirent, de supprimer cette attraction, eh bien, ça m'a permis de découvrir comment l'univers fonctionnait, et j'ai découvert comment l'atome, comment le système planétaire se formait et tout. J'ai découvert absolument, pratiquement tous les phénomènes physiques. Hein, alors que la science ne sait pas. Elle sait pas. Je ne lui reproche pas de ne pas savoir, parce que la connaissance, c'est quelque chose qu'on ne discute pas comme ça. Mais la connaissance, précisément, c'est le savoir à partir du rien, à partir des premiers instants, des premiers éléments. Hein. Ce n'est pas prendre un objet et puis dire voilà, je vais savoir maintenant comment ça fonctionne. C'est pas vrai. Ça, c'est le résultat. Ce qu'il faut, c'est trouver la cause principale, c'est-à-dire foncer dans la métaphysique, au plus profond du début de l'éternité, hein, et à partir de là, on repart et on progresse progressivement jusqu'à l'objet. L'objet, on ne peut pas l'expliquer, mais on peut expliquer, à partir du rien, on peut expliquer l'objet. Alors qu'on ne peut pas faire le contraire. C'est impossible. On ne peut pas partir de ce qu'on sait avec les objets et puis dire voilà, je vais chercher maintenant parce qu'on prend un objet, on le coupe en 10, en 20, en 100, 1000 morceaux. Jamais on n'arrivera au bout. Il y a toujours quelque chose à diviser. Hein. Alors que si vous partez de rien, vous savez ensuite comment le rien devient quelque chose à partir de l'énergie magnétique. Et justement, c'est cette énergie magnétique qui permet la connaissance. Il n'y a rien d'autre dans tout l'univers que de l'énergie magnétique, de la dualité. Et cette dualité, c'est assez curieux, c'est le néant qui l'engendre. Ce n'est pas une chose qui existe par elle-même, ce n'est pas Dieu qui l'a créée, mais l'énergie magnétique, c'est une force, on peut appeler ça une énergie. Hein. En fait, ce n'est pas vraiment une énergie, mais c'est une conscience. Disons que c'est une conscience de séparation, conscience d'unification. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre dans la main, hein, c'est simplement, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'ailleurs. L'esprit, c'est le fait, comment dirais-je, les religions partent de l'esprit. Elles ont raison, parce qu'on ne peut pas partir de la matière. Mais partir de l'esprit n'étant pas matériel, on peut partir de l'esprit. Eh bien, l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie magnétique, hein, tout simplement. Alors, quand on part de la matière, à supposer qu'elle existe, elle n'existe pas. Il faut simplement expliquer comment elle apparaît. Et elle ne peut apparaître que
lorsqu'on explique comment se crée un atome, comment se crée un système planétaire, à ce moment-là, on peut expliquer la matière. Sinon, on ne peut pas l'expliquer. La science cherche depuis des milliers d'années, jamais elle ne pourra trouver ce qu'est la matière. C'est absolument impossible. On ne peut pas trouver comme ça. Il faut connaître exclusivement comment fonctionne l'univers, c'est-à-dire à partir du rien, comment apparaît l'énergie magnétique, ensuite comment l'énergie magnétique devient atome, comment l'atome devient la vie, etc. À ce moment-là, on progresse à partir du rien. Sinon, partir en arrière, reprendre en arrière, c'est pas possible. Alors, l'univers se crée à partir de l'énergie magnétique. On ne peut pas dire que que l'univers se crée à partir de la matière. Elle se crée à partir de l'énergie magnétique, qui est une curieuse chose d'ailleurs. Attirer à distance et repousser à distance, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas la matière qui peut attirer à distance, qui peut repousser. C'est tout simplement parce qu'il y a déjà conscience de séparation, conscience d'unification. À ce moment-là, on peut expliquer comment cette conscience devient la matière. Mais on ne peut pas expliquer la matière comme ça, de but en blanc. C'est impossible. C'est un problème trop considérable. Alors que si on parle de l'énergie magnétique, on peut expliquer l'atome et on peut expliquer ensuite l'univers. Et c'était ma grande découverte, c'était justement de savoir comment l'univers se créait à partir du mouvement perpétuel, c'est-à-dire comment deux atomes, comment deux particules magnétiques qui sont simplement des aimants. Ce ne sont pas des vrais aimants, ce sont des dualités magnétiques. Comment ces dualités magnétiques vont se mettre à tourner l'une autour de l'autre et comment elles vont se mettre en relation telle qu'elles vont créer un atome. Alors ça, c'est un petit problème qu'on peut expliquer avec des appareils. On verra ça tout à l'heure si vous voulez, ce qui est intéressant d'ailleurs. Mais on ne peut pas comme ça, de but en blanc, partir d'un problème aussi complexe. C'est très complexe. Alors que l'univers est extrêmement simple, mais l'explication est complexe. Autrement, l'univers est d'une simplicité absolument remarquable. Et bien voilà, ce petit appareil, tout simple, est muni d'un aimant qui tourne avec un moteur, mais un moteur mécanique et non pas électrique, afin qu'on n'ait pas à discuter sur la question de dire c'est l'électricité ou un aimant quelconque qui fait tourner, un système quelconque qui fait tourner l'aimant. J'ai ici un aimant que je vais faire tourner avec un moteur. Vous allez voir. Je remonte. Alors, je fais tourner mon aimant avec un système de déblocage. J'ai ici un aimant qui tourne. Celui-ci, c'est Uranus, nous verrons ça tout à l'heure. Mon aimant tourne, simplement. Je présente ici un deuxième aimant. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un aimant qui tourne et un aimant qui ne tourne pas. Et qu'est-ce qui se passe? Simplement, celui-ci présente son pôle nord, son pôle sud, son pôle nord, son pôle sud, à celui-ci qui est toujours de même polarité. Donc, attraction-répulsion, attraction-répulsion, attraction-répulsion. Et ça ne peut pas marcher. Attraction-écoute, répulsion, attraction, attraction-répulsion. Alors, pour qu'il y ait rotation synchronisée, c'est-à-dire pour qu'il y ait attraction, ce qu'on appelle la gravitation, selon Newton, eh bien, la gravitation, c'est du champ magnétique, et vous allez voir que ça va fonctionner d'une façon impeccable, simplement par la rotation synchronisée des pôles magnétiques. Regardez ce que je vais faire. Je vais les mettre en rotation synchronisée tous les deux. Regardez. Hop. Et je mets en rotation. Ils sont en rotation synchronisée. À partir de là, que se produit-il? Eh bien, regardez, simplement, j'essaye de les séparer. Ils s'attirent. Et pourtant, ce sont des aimants qui s'attirent et qui se repoussent, puisque ce sont des dipôles. Mais du moment qu'ils sont en rotation synchronisée, ils s'attirent tout le temps. Ils s'attirent tout le temps, en toute position relative. Alors, donc, c'est ce qu'on appelle la gravitation. Alors, regardez bien. Vous avez ici deux aimants, pôle nord, pôle sud, qui tournent en synchronisme. Voyez-vous, comme ceci. Eh bien, le pôle nord et le pôle sud, ici, s'attirent. Tantôt ils s'attirent, tantôt ils s'éloignent. Tantôt ils s'attirent, tantôt ils s'éloignent. Alors que les pôles blancs, regardez les deux pôles blancs, les deux pôles sud et les deux pôles nord, regardez, ils sont toujours, que ce soit comme ceci ou comme ceci, les deux pôles blancs sont toujours à la même distance, les deux pôles noirs sont toujours à la même distance. À ce moment-là, les effets répulsifs s'annulent. Pourquoi? C'est assez curieux. Tout simplement parce qu'ils sont à la même distance tout le temps. Il y en a un qui s'approche, l'autre s'éloigne, etc. Et alors, les deux pôles nord, toujours à la même distance, les deux pôles blancs, toujours à la même distance. Et donc, vous avez suppression de l'effet répulsif. Alors que l'effet attractif, lui, donne l'effet gravitant, c'est-à-dire ce que je vous ai montré avec deux aimants qui tournent en rotation synchronisée.
soit à plat, soit dans cette direction, soit dans n'importe quelle position. Le principal, c'est que dès l'instant que vous avez une rotation synchronisée, quelle que soit leur position, vous aurez toujours attraction. À 12 ans, je n'avais pas ma théorie, mais lorsque le professeur m'a dit « Voilà comment fonctionne l'univers hein », alors, j'ai dit à mon petit copain qui s'appelait Zoé, il était à côté de moi. Vous savez, on avait des tables à 2 places, vous savez, vous voyez ce que je veux dire? Des petites tables de double. Hein. Alors, quand j'ai entendu ça de la part du professeur, je dis, mais il est fou le prof. Il dit, pourquoi il est fou? Ben, je dis, ça ne marche pas son truc. Pourquoi ça ne marche pas? Ben, ça ne marche pas. On peut pas faire tourner un truc comme ça dans le vide, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Simplement par l'attraction. Alors, je comprends pas. Bon. C'est un petit copain, il s'appelait Zoé. Je me rappelle encore de son nom. Eh bien, il n'avait pas compris. Et moi, j'avais compris tout de suite que le principe de Newton était une erreur. Et c'est à partir de là que je me suis opposé à la science. Et quand elle m'a dit, quand j'ai appris ensuite, par l'ancien président ou plutôt le président des anciens élèves de l'école d'horlogerie de Paris, qui connaissait mon oncle, qui m'a dit « On ne pourra jamais créer un mouvement perpétuel ». Je dis « Mais la science est fausse ». Je dis « Si on ne peut pas créer un mouvement perpétuel, je prouverai je démontrerai pourquoi on ne peut pas le créer. Et si ça existe, je le ferai ». Eh bien, je suis sur le point de le réussir. Et j'ai 85 ans maintenant. Et il a fallu que j'attende longtemps. Seulement, il a fallu que j'attende d'acheter un tour, d'acheter une fraiseuse, d'acheter du matériel assez important pour réaliser tout ça. Alors, pendant 20 ans, j'ai fait des expériences, et des expériences, et des expériences. C'est là où j'ai reposé ma femme pendant plus de 10 ans avant de trouver ma théorie de l'univers. Alors, ce qui est intéressant quand même, 5 ans avant de trouver ma théorie, ma femme m'a dit « Mais voyons, l'univers, c'est bien un mouvement perpétuel ». Alors je lui ai dit oui, mais personne ne saura jamais comment ça fonctionne. Parce que j'étais encore pris dans la physique. La physique dit nul ne saura jamais. Comment nul ne saura jamais? Pourquoi nul ne saura jamais? Pourquoi peut-on prétendre que nul ne saura jamais hein? C'est pas parce qu'eux ne savent pas que personne ne pourra trouver. Eh bien, moi je me suis pas basé là-dessus. J'ai dit bon, nul ne saura jamais, peut-être, mais moi j'ai continué à chercher. Hein? Et j'ai mis quand même 5 ans avant de trouver. Mais j'ai trouvé au bout de 5 ans la raison de l'univers, comment fonctionnait la mécanique universelle. Pour expliquer comment fonctionne l'univers, on ne peut pas l'expliquer comme ça de but en blanc. Il faut présenter ça sous forme d'une mécanique avec des aimants. Alors, lorsqu'on fait tourner des aimants à proximité l'un de l'autre, pour qu'il y ait attraction en permanence, il faut que les aimants soient synchronisés en rotation, en mouvement de rotation. À ce moment-là, ils s'attirent tout le temps, hein, et la répulsion se trouve annulée. C'est curieux, parce que les pôles magnétiques nord et sud, hein, ils vont faire ce mouvement-là. Hein. Alors, ils s'approchent, ils s'éloignent, ils s'approchent, ils s'éloignent. Alors que les pôles en répulsion vont faire ceci. Étant donné qu'ils sont toujours à la même distance, ils vont supprimer leur effet. Il n'y aura plus de répulsion. Il n'y aura que l'attraction et la dégravitation. L'attraction et la dégravitation. Donc il va y avoir attraction par les deux pôles qui vont tomber l'un vers l'autre, ils vont s'attirer, et les pôles par dégravitation, c'est ce que j'ai trouvé, la dégravitation, ils vont ne plus s'attirer. Ils s'attirent et ne s'attirent plus. Ils s'attirent et ne s'attirent plus. Si j'en laisse un comme ça, il y a une petite attraction et un freinage. Petite attraction et freinage. Et maintenant, grande attraction, pas de freinage. C'est curieux. Grande attraction, pas de freinage. Alors, il faut que je montre ça avec des appareils. Parce que l'expliquer avec des mots, c'est difficile. Hein, c'est difficile. Et bien voilà, ce petit appareil, c'est une galaxie. Pour vous montrer comment, dans une galaxie, toutes les étoiles tournent en rotation synchronisée les unes avec les autres. C'est-à-dire au mouvement polaire synchronisé. Il va y avoir, dans les polarités, chaque fois que vous avez un aimant qui bouge, il fait bouger tous les autres. Il m'arrive quelquefois de dire, si je bouge le petit doigt, je fais trembler l'univers. Parce que tout simplement, mon petit doigt est fait d'énergie magnétique. Et automatiquement, jusqu'à l'infini, mon petit doigt correspond par champ magnétique jusqu'à l'infini. Et ça, c'est indéniable. Alors, il suffit simplement d'y croire un petit peu, et vous allez voir qu'on peut tout expliquer avec tous ces phénomènes magnétiques, simplement par l'harmonie des rotations polaires. C'est absolument extraordinaire. Allez. Alors, vous allez voir, système, alors pôle nord, pôle sud, voyez-vous, l'harmonie des rotations. On peut le faire tourner comme ça également.
Ça revient au même. Hein. Alors c'est pour vous montrer comment fonctionne l'univers que je vais fabriquer une petite galaxie avec une quinzaine d'aimants en rotation, avec un seul petit moteur qui fait tourner une planète ou un aimant, et tous les autres aimants, on va vous montrer comment on les fait tourner les uns après les autres. Je peux les mettre à la main tout de suite, si vous voulez, on peut commencer. Bon, je fais tourner celui-ci. Je fais tourner celui-ci. Alors, je vais attendre quelques secondes pour savoir si tous mes aimants vont se synchroniser en rotation polaire, c'est-à-dire pôle nord face au pôle sud, comme ceci, en permanence. Il n'y aura rien d'autre que l'harmonie dans l'univers. Et nous aurons même ici le système Terre-Lune. Il faut que tous mes aimants tournent en rotation synchronisée. Un tour ici, un tour, un tour, un tour. Chaque aimant qui est ici devient le moteur du suivant. Celui-ci devient le moteur de celui-ci. Celui-ci devient le moteur de celui-ci. C'est absolument extraordinaire parce que dans un système galactique, tous les systèmes fonctionnent en rotation synchronisée. Lorsque vous avez 100 milliards d'étoiles, toutes les étoiles tournent de la même manière, en rotation synchronisée. Je vais vous donner par exemple un exemple. Le Soleil a un noyau central. La Terre tourne en 24 heures. Alors si je vous pose le problème de savoir savoir en combien de temps le noyau solaire peut-il tourner, eh bien je vais vous le dire tout de suite, il tourne en 24 heures. Ça peut vous étonner, ça peut vous effarer. Comment je sais que le noyau central du Soleil tourne en 24 heures? C'est tout simplement parce que la Terre tourne en 24 heures. Et pour qu'il y ait attraction entre la Terre et le Soleil, il faut impérativement que le Soleil et la Terre tournent en rotation synchronisée au niveau des noyaux. Sinon, il n'y a pas attraction. Toute notre galaxie, avec les 100 milliards d'étoiles, on peut dire qu'elles tournent toutes au même rythme, c'est-à-dire en 24 heures. Il peut y avoir des variations de 2 en 2, c'est-à-dire pour les plus grosses planètes, 24 heures, 48 heures, 96 heures, 192 heures, etc. Et pour les petites planètes, elles peuvent tourner en 12 heures, en 6 heures, en 3 heures, par déphasage progressif de 2 en 2, selon les dimensions des planètes. Parce que, par exemple, une grosse planète qui tournerait en 24 heures, elle pourrait peut-être exploser. Or, elle tourne peut-être en, je ne sais pas moi, en 1920 heures, par exemple. Parce qu'elle est énorme, énorme, énorme. Peut-être 10 000 fois le volume du Soleil. Par conséquent, elle ne peut pas tourner en 24 heures. Mais le noyau tourne en 24 heures, par exemple, au Soleil, et le magma qui se trouve autour tourne en 25 jours. 25 jours à l'équateur, 27 jours à 45 degrés, et 35 jours au pôle. Ce qui est une preuve flagrante que le noyau central tourne beaucoup plus vite que le magma. Et pourquoi le Soleil est-il un magma? C'était un soleil, c'est tout simplement parce que le noyau, à force de tourner en 24 heures à l'intérieur du magma, échauffe ce magma. Ce n'est pas une réaction nucléaire, absolument pas. C'est pas parce qu'on a fait des bombes atomiques qu'on va dire que le Soleil est une bombe atomique. Parce qu'il faut comprendre que le noyau central du Soleil tourne en 24 heures. Pourquoi? Parce que toute la galaxie l'entraîne, l'oblige à tourner en 24 heures. Vous avez 100 milliards d'étoiles dans la galaxie qui tournent toutes en rotation synchronisée. Sinon, elles ne pourraient pas s'attirer mutuellement, elles ne pourraient pas se mettre en cohésion, parce que la cohésion provient justement de l'harmonie des rotations. S'il n'y a pas de rotation synchronisée, il n'y aurait aucune harmonie dans les rotations, dans le système. Dans un atome, c'est pareil. Il faut que les noyaux et les électrons tournent exactement à la même vitesse de rotation. Sinon, il n'y a pas de possibilité. C'est tout à fait logique d'ailleurs. Quand un aimant bouge, automatiquement, il fait bouger les autres. Si je fais ça, l'autre fait ça. Si je fais ça, l'autre fait ça. Automatiquement. C'est absolument impossible de faire autrement. Des fois, il m'arrive de dire que je fais bouger le petit doigt, je fais trembler l'univers. C'est la vérité. C'est la vérité, mais relativement. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on fait trembler l'univers parce qu'on bouge le petit doigt. Mais mon petit doigt est fait d'énergie magnétique. Automatiquement, tout l'infini subit l'influence de mon petit doigt. C'est très important. Et ça, c'est très simple à comprendre. Et n'importe quel enfant de 12 ans pourrait le comprendre. Alors, je vais vous expliquer un système qui est très intéressant pour montrer en quoi consiste le mouvement orbital, par exemple, de la Lune autour de la Terre. Ça, c'est un problème fondamental. Si vous comprenez cela, vous allez comprendre toute la mécanique. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des aimants. Dès l'instant que vous allez voir un aimant qui va tourner, automatiquement, les autres vont se mettre en rotation synchronisée. Alors, lorsque nous allons avoir
en rotation synchronisée, nous avons accélération des vitesses. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Mais pas seulement. Nous allons avoir également un entraînement magnétique de l'une autour de l'autre. Or, s'il y a un entraînement magnétique de l'une autour de l'autre et que nous avons en plus accélération des vitesses, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir une augmentation de la rapidité de mouvement, c'est-à-dire que nous allons voir la Terre qui va tourner à une certaine vitesse, la Lune qui va tourner à la même vitesse, mais en tournant autour de l'autre. Alors, il va se produire ceci, à force de tourner de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, elles vont s'accélérer, s'accélérer, s'éloigner, s'accélérer, s'éloigner, s'accélérer, s'éloigner, jusqu'au moment où, à force d'éloignement, les forces magnétiques vont diminuer et nous allons avoir un équilibre parfait entre l'attraction qui résulte de la distance et le mouvement orbital. Et on retrouve à ce moment-là Newton. Mais lui a considéré, il a constaté le phénomène. Il ne l'a pas expliqué. Il a constaté le phénomène et il a cru qu'il y avait gravitation. Or, ce n'est pas gravitation, c'est attraction magnétique, mais en mouvement synchronisé, qui produit la gravitation, comme je vous l'ai montré avec mon petit appareil jaune tout à l'heure. Et là, nous avons effectivement un système solide qui dure éternellement, c'est-à-dire que les planètes ne peuvent pas ni s'éloigner, ni se rapprocher. Hein, elles sont en mouvement orbital l'une au contre de l'autre. Si elles se rapprochent, les forces magnétiques augmentent. Automatiquement, elles vont reprendre de la vitesse. Si les forces magnétiques diminuent par l'éloignement, elles vont donc supprimer une partie de la vitesse et donc se rapprocher. Donc, nous avons un équilibre stable. Attraction-répulsion, mouvement orbital. 3 pôles. Attraction-répulsion, harmonie des rotations, mouvement orbital. Voilà, tout le secret de l'univers se trouve dans ces trois éléments. C'est la Trinité. La Trinité qui peut être religieuse ou n'importe, c'est une Trinité mécanique. Attraction-répulsion, harmonie des rotations et mouvement orbital. C'est absolument formidable et d'une simplicité extraordinaire. Alors, le secret de l'univers, eh bien, c'est tout simplement le fait qu'il y a la rotation synchronisée des pôles magnétiques, et qui utilise l'attraction d'une part, la dégravitation de l'autre part, c'est-à-dire l'attraction, l'accélération d'une part, la dégravitation de l'autre part, qui fait que l'univers, il part de zéro, il va de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et à force d'aller de plus en plus vite, les masses qui tournent les unes autour des autres s'éloignent, à force de s'éloigner, de s'éloigner, de s'éloigner, elles arrivent au principe de Newton, c'est-à-dire que l'équilibre se produit entre l'attraction et la vitesse orbitale. Seulement, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une lancée initiale. C'est tout simplement parce que, à force de tourner les uns autour des autres de plus en plus vite, ils finissent par s'éloigner et se mettre en équilibre. Alors ça, c'est pas du tout une lancée. C'est pas le Big Bang, c'est pas un accident, c'est de la conscience. C'est vraiment de l'intelligence, de l'intelligence mécanique. Le secret de l'univers, c'est très simple. Il y a attraction-répulsion, harmonie des rotations et mouvement orbital. Voilà, 3 pieds pour tenir debout. Là, vous ne pouvez pas tomber. Même sur une boule. Mettez sur une boule, ça tient. Un jour, j'ai eu un physicien qui me dit « Il faut mettre 4 pieds pour que ça tienne debout. » Je dis « Pourquoi 4 pieds ? Vous avez toujours un pied bancal. Dans toutes les circonstances, si vous mettez 4 pieds, il y en aura toujours un qui sera bancal. Obligé. Obligé. Parce que la perfection n'existe pas. Elle existe, mais elle n'est pas là. Alors, il faut 3 pieds. 3 pieds, ça tient debout. La théorie actuelle, c'est 2 pieds. C'est pas assez. Et en plus de ça, c'est ça. 2 billes posées l'une sur l'autre. Ça ne va pas non plus. Alors bon. Alors, avec les 3 pieds, moi, j'estime que... Alors, l'attraction-répulsion, c'est la dualité fondamentale. L'harmonie des rotations, c'est le 2 et le 3. Newton nous apprend que l'univers est né d'une lancée initiale. C'est ancien, ça fait 320 ans, ça. Il y a 320 ans qu'il y a une lancée initiale. Alors, la Terre attire la Lune attire la Terre. On n'a jamais su pourquoi, et moi je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais on n'a jamais su pourquoi la Terre attire la Lune. Parce que la force d'attraction, c'est quoi? La matière qui attire la matière, c'est pas vrai. Pour que la matière attire la matière, il faut qu'elle soit faite de matière attractive. Il faut qu'elle soit déjà faite d'attraction. Et de répulsion, c'est-à-dire de dualité magnétique. Alors, Newton nous dit l'univers est lancé dans l'espace avec des masses qui s'attirent et qui se mettent à tourner comme ça les unes autour des autres. C'est absolument stupide. Moi, j'avais 12 ans quand je me suis opposé à ça, c'est absolument impossible, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Alors, on fait maintenant des satellites artificiels. Bon, alors, mais ce ne sont pas des satellites artificiels, ce sont des avions. Les satellites artificiels ne sont pas des avions, ce sont des avions, ce ne sont pas simplement des satellites, ce sont des objets qui font partie intégrante de la Terre. Si la Terre s'en va par là, le satellite, il suit le même mouvement. Si la Terre s'en va de l'autre côté, le satellite suit le même mouvement. Pourquoi? Parce que le satellite fait partie intégrante de la Terre. Ce n'est pas le cas de la Lune. La Lune est indépendante de la Terre. Si on enlève la Terre de la Lune fiche le camp à l'opposé. Elle s'en va. Par sa lancée initiale, elle s'en va. Donc, ça n'est pas valable. Hein? Si la Terre se rapproche de la Lune tombe sur la Terre. Elles ne peuvent pas. Je vous montrerai d'ailleurs ça avec un appareil tout à l'heure tout à fait simple, tout à fait rudimentaire. Ça va même vous amuser, vous faire rire. Pourquoi? Parce que c'est tellement stupide, c'est tellement impossible qu'il est impossible que l'univers soit né d'une lancée. Il faut une intelligence mécanique. Je ne dis pas une intelligence divine, mais pourquoi pas? Mais une intelligence mécanique, quelque chose une sorte de conscience qui réfléchit presque, qui est presque responsable de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait. Et bien voilà, ce curieux appareil représente la Terre et la Lune. Ici la Terre, ici la Lune. Je veux vous démontrer qu'à l'âge de 12 ans, sans vouloir me vanter, je me suis opposé au principe de Newton. Parce que Newton nous dit que la Terre et la Lune s'attirent par gravitation. Bon, d'accord. Et encore, ce n'est pas tout à fait la gravitation. Mais qu'elles sont envoyées dans l'espace par une vitesse initiale. C'est-à-dire par une lancée, un lance-pierre, un élastique, un canon, même une grosse Bertha, si vous voulez. Et j'estime que c'est absolument faux. On ne peut pas trouver un équilibre stable entre la Terre et la Lune simplement sur une lancée. Parce que si je touche à peine, voyez-vous, je n'ai même à peine touché, si je touche la Terre, la Lune s'en va à la dérive. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'équilibre stable. Regardez, vous voyez, je touche à peine, je vais faire reculer à peine la Terre que la Lune se déplace, s'en va à la dérive. Par conséquent, cet équilibre est instable. Pourquoi? Il correspond rigoureusement à deux billes que l'on pose l'une sur l'autre en équilibre. C'est-à-dire que c'est absolument impossible. Deux billes que l'on pose l'une sur l'autre en équilibre. Ça n'existe pas. Mais il y a beaucoup plus d'attraction ici que de tirage de l'autre côté. Parce que si je touche à peine la Terre, la Lune s'en va. Et donc, ce n'est pas un équilibre stable. Et c'est là où je me suis opposé à l'âge de 12 ans. J'ai compris que ça ne marchait pas comme ça. Et bien, j'ai dit non, il ne faut pas continuer à aller dans ce sens. Je me suis donc opposé à la physique. Alors, j'avais 12 ans à l'époque, et je continue aujourd'hui, j'ai 85 ans, et je dis non, le principe de Newton est encore faux. Ça ne marche pas. Et expliquer aujourd'hui, contre la science, un nouveau système, c'est presque impossible. Eh bien, je vais essayer quand même de le faire pour vous, parce que c'est quand même intéressant de savoir que l'univers n'est pas établi sur 2 pieds, mais sur 3 pieds, c'est-à-dire sur un système non pas binaire, mais un système ternaire, avec 3 composantes. Seules 3 composantes sont en équilibre. Si vous en avez 2, si vous avez 2 pieds, ça ne tient pas debout. Une chaise à 2 pieds, elle ne tient pas debout. Ou alors, il faut mettre les pieds par terre. À ce moment-là, vous mettez un 3e pied. Sinon, avec deux composantes, ça ne suffit pas. Eh bien, pour aujourd'hui, renverser une science qui est depuis 320 années, qui défend âprement son système, sous prétexte que c'est Newton, bon, Newton, très bien, c'est un grand savant, mais c'est un grand savant. C'est un grand physicien, mais ce n'est pas un savant. Il nous a piégés, il a piégé la science. Depuis 320 ans, il a piégé la science, qui ne peut pas en sortir. Et le monde entier, 6 milliards d'individus croient à ce principe. Et c'est absolument épouvantable de voir à quel point on peut se tromper dans un système comme ça. On croit que ça marche comme ça, sur une lancée initiale, une lancée, un coup de pied au derrière, si vous voulez, un élastique, un lance-pierre. Ça ne peut pas marcher. Il faut absolument établir la mécanique universelle sur une formidable intelligence, une conscience, et presque une volonté qui imposerait presque Dieu. Mais non, ce n'est pas Dieu, c'est simplement un principe créateur. Vous allez voir, avec ce principe créateur qui va expliquer véritablement ce qu'est le principe de Newton. Alors là, on va comprendre la mécanique. Alors voici donc le système planétaire, le planétorium magnétique, avec un soleil central que je vais mettre en route avec un petit moteur. Une fois que le moteur va tourner, le soleil va se mettre en rotation, et à partir de là, il va entraîner autour de lui la Terre et la Lune, qui sont elles-mêmes l'une autour de l'autre en rotation orbitale. Ici, un système d'étoiles doubles,
dont les deux étoiles tournent l'une autour de l'autre. Ici, un aimant. Il suffit simplement que le Soleil se mette en rotation synchronisée pour que tout se mette en rotation autour de lui. Considérant que non seulement le Soleil entraîne les planètes, mais que les planètes contribuent à la rotation du Soleil. Exactement comme dans la galaxie, toutes les planètes tournent en rotation synchronisée les unes avec les autres. Je mets donc le moteur, le Soleil va tourner. C'est pour vous dire qu'il y a uniquement des aimants dans le système solaire, comme dans tout autre système d'ailleurs, comme dans la galaxie complètement. Ici, c'est Saturne avec ses anneaux. C'est simplement un contrepoids pour équilibrer le ciel ici. Alors voilà, simplement, tant que le Soleil va tourner, il entraînera autour de lui le ciel autour de lui. Quand on revienne dans 8 jours, ça tournera toujours. Pourquoi? Parce qu'en tournant, les fonctions magnétiques vont se produire automatiquement, sans qu'il n'y ait besoin d'intervenir. Ce sont les pôles magnétiques qui vont tourner, comme ceci en quelque sorte. Mais dans l'espace, les choses sont comme ceci. Alors pour vous montrer comment fonctionne un système planétaire, ce n'est pas compliqué. Il suffit simplement de savoir que l'axe de rotation se trouve ici, mais l'axe polaire se trouve en biais sur l'axe de rotation. Ce qui fait que lorsque la Terre tourne, ou le Soleil tourne, il présente alternativement son pôle nord, son pôle sud, son pôle nord, son pôle sud, son pôle nord, et infiniment comme ça. Indéfiniment comme ça. Alors, donc, c'est une sorte de manivelle. Entre les pôles, il se produit rapprochement, éloignement, rapprochement, éloignement, rapprochement, éloignement, synchronisé. Et c'est ça qui produit l'énergie du Soleil, l'énergie du système planétaire, comme l'énergie d'un atome ou comme l'énergie de ce que nous fabriquons avec les appareils. Parce que nous avons des mouvements d'approche et d'éloignement successifs. Approche, éloignement. Approche, éloignement. Lorsque les pôles s'approchent mutuellement l'un de l'autre, ils s'accélèrent en tombant l'un vers l'autre, mais lorsqu'ils s'éloignent, ils se libèrent par dégravitation. Ils ne s'attirent plus. Ils s'attirent toujours, mais le freinage disparaît. C'est ça qui est formidable. Ils s'attirent avec violence ici, et ils ne s'attirent plus, ou simplement se dégravitent lorsqu'ils s'éloignent. Attraction, dégravitation, attraction, dégravitation. C'est ce qui se produit au mouvement de manivelle avec les polarités des pôles magnétiques, avec les polarités des planètes. Voyez-vous? C'est pas compliqué. Le pôle nord tourne autour de l'axe, le pôle sud tourne également autour de l'axe, par mouvement de manivelle, d'une planète à l'autre. Ce sont des mouvements synchronisés. Mouvements synchronisés. On ne peut pas faire autrement. Lorsqu'on bouge un aimant, automatiquement, tous les autres aimants vont bouger en fonction du mouvement du premier aimant. Automatiquement. On ne peut pas empêcher cela. Alors, pourquoi ne pas admettre cette chose aussi simple, qui est tout à fait rudimentaire, et tout à fait élémentaire. Voilà, la rotation. Et lorsque j'ai trouvé cette théorie de l'univers, c'est-à-dire la théorie de la gravitation universelle par champ magnétique, et en même temps que j'ai découvert le secret de la dégravitation, et que donc l'univers était un mouvement perpétuel, j'ai tout compris. Et il a fallu donc que j'apporte une solution nouvelle, et cette solution, elle a été refusée, elle est refusée depuis 50 années. Alors c'est quand même pas drôle, parce que non seulement être refusé par l'Académie, je ne cherche pas à être accepté par l'Académie, être repoussé par l'Académie, et ne pas même pouvoir déposer un brevet. Alors ça c'est une honte. Enfin, ça n'a pas d'importance. Alors donc, la science officielle n'est pas une vraie science, elle ne connaît rien à ce qu'elle fait, elle croit que c'est comme ça, elle a un certain savoir, mais elle n'a pas la connaissance. Et la connaissance, c'est autre chose que le savoir. Pour comprendre la dualité du néant, parce que quand on part du néant, on dit on ne peut rien sortir du néant. Bien sûr, on ne peut rien créer du néant. Mais l'unité, l'univers ne va pas sortir du néant. Simplement, c'est le néant qui va devenir univers. C'est une autre formule. Le néant va devenir univers. Comment? Tout simplement parce que le néant est spontanément la dualité. Il y a spontanément la dualité entre l'impossibilité d'être uni et la nécessité d'être uni. Alors, cette dualité entre unification, désunification, si vous préférez, ça provoque cette force magnétique qu'on appelle l'attraction et la répulsion. Ce ne sont pas des forces attractives et répulsives. Ce sont simplement la nécessité de séparation, la nécessité d'unification. Alors, ce qui permet d'ailleurs à la matière d'attirer à distance.
de repousser à distance. Alors qu'aucun objet matériel ne peut créer cette chose de repousser ou d'attirer à distance. C'est absolument impossible. Hein. Il faut vraiment que la matière soit faite de cette énergie. Cette dualité, si on veut, pas énergie si on veut. Mais il faut absolument que pour que la matière attire la matière, elle soit faite de cette énergie, de cette dualité. Alors à partir de là, quand on peut expliquer comment cela se produit, on peut expliquer aussi comment se crée un atome. Il suffit simplement d'avoir deux dualités, non pas deux particules, mais deux dualités. Ces dualités qu'on peut appeler d'ailleurs le grain d'éther, qui n'est pas de la matière, mais qui est de l'énergie. Hein. Alors, ces deux dualités, dès qu'elles sont en présence, elles vont agir l'une sur l'autre par attraction et répulsion. Hein. On peut dire donc qu'il y a attraction et répulsion. Alors, ces deux dualités vont se mettre en mouvement, elles vont s'obliger mutuellement à tourner sur elles-mêmes. Il faut aussi que je vous explique de quelle façon. On verra ça, si vous voulez, avec des appareils un peu plus intéressants. Mais elles vont se mettre à tourner simultanément l'une autour de l'autre, l'une par l'autre et l'une autour de l'autre. Et elles vont former un ensemble cohérent qui va être établi sur trois composantes. Il y aura l'attraction et la répulsion entre les masses, entre ce qu'on peut appeler les masses, qui ne sont pas vraiment des masses, puisqu'il n'y a pas de matière, mais il y a quand même de l'énergie. Entre ces deux particules, il va y avoir attraction et répulsion. Elles vont se mettre mutuellement en fonction l'une et l'autre pour se mettre en rotation, et elles vont se mettre en rotation sur elles-mêmes et les unes autour des autres. Ce qui fait que, l'une autour de l'autre, ce qui fait que finalement, vous allez créer un atome, simplement avec deux particules qui vont se présenter l'une à l'autre. Hein. Ça va se produire à distance, effectivement, grâce au fait qu'il y a attraction et répulsion. À distance. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente comme ça. Hein. C'est simplement une sorte de réalité. C'est ce qu'on appelle l'esprit, d'ailleurs. C'est cet esprit qui va devenir univers. On ne crée pas la dualité magnétique. Elle est spontanée à partir du néant. Elle est à partir du rien. Alors, on peut dire qu'elle est Dieu, on peut dire qu'elle est par elle-même. On peut se poser diverses questions là-dessus. Mais moi, je pense que pour que vraiment on puisse comprendre l'univers, il faut partir de rien. Non pas de Dieu, mais de rien. Et ensuite, une fois qu'on a créé l'univers, on peut dire, voilà, bon, est-ce que Dieu existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Parce que ça, c'est un problème qui peut intéresser pas mal de monde. Hein. Dieu, on se pose la question depuis des millions d'années et puis on n'a pas de réponse. Alors, le principal, c'est déjà de savoir comment se crée l'univers, et à ce moment-là, on peut savoir ce qu'est Dieu. Sinon, on ne le sait jamais, on ne le sait pas. Et d'ailleurs, pour que Dieu existe, il faut que l'univers soit. Et c'est cet univers qui va être créé par des atomes, par des systèmes plus complexes, des microcosmes d'abord, les atomes, des macrocosmes ensuite, les systèmes planétaires, stellaires, etc. Et quand tout cela sera compris, on pourra comprendre comment fonctionne l'univers et donc savoir si vraiment Dieu existe ou s'il n'existe pas. C'est chacun qui décidera en conscience de ce problème qui a quand même son importance. Il faut quand même la moitié du monde croit, la moitié du monde ne croit pas. Il faut quand même respecter un petit peu la croyance, qui n'est pas forcément un problème, comment dirais-je, peu importe, c'est pas un problème très important. C'est un problème très important, si vous voulez, pour le monde, mais ce n'est pas vraiment un problème important de savoir si Dieu existe ou n'existe pas. Je crois que ça n'a aucune importance. Je crois que ça n'a aucune importance. En tant que mécaniste, je pense que l'univers se crée par lui-même sans avoir besoin d'être créé par un être divin. Hein. Donc pour moi, Dieu n'existe pas, ou tout au moins, il existe, mais il n'est pas. La différence entre être et exister, c'est très, très important. Exister, c'est être hors de l'être, c'est-à-dire avoir la sensation d'être. Donc Dieu existe en tant que principe, en tant que principe créateur. On peut dire que c'est Dieu, mais Dieu ne peut pas être en tant qu'être. Par contre, en tant qu'esprit, ça serait la dualité magnétique. Pourquoi pas? La dualité magnétique peut très bien être le Saint-Esprit. Alors, la religion a peut-être raison de dire que Dieu est Saint-Esprit. Pourquoi pas? Alors que ce n'est pas un être, mais c'est quelque chose qu'on appelle Dieu. Et c'est quelque chose, pour moi, c'est l'univers, c'est la dualité magnétique. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose que cela, puisque tout devient univers à partir de cette énergie magnétique. Par conséquent, pourquoi voulez-vous qu'il y ait un être en supplément? Pourquoi pas? Mais je ne me prononcerai pas d'une façon impérative là-dessus. Hein. On peut dire que l'univers est éternel,
pour la raison, non pas qu'il est éternel depuis l'éternité, en tant qu'univers, mais il se crée dans l'instant présent, il se crée en permanence. C'est-à-dire que, c'est curieux à dire, parce que le présent n'a pas de durée. Dès l'instant où c'est présent, ça devient le passé, et ça n'est pas encore le futur. Par conséquent, c'est un point géométrique qui n'a pas de surface, qui n'a pas de volume. Hein. Le présent n'existe pas, mais il est le passage spontané entre le passé qui n'existe plus et le présent et le futur qui n'existe pas encore. Et l'univers se crée en permanence dans ce présent. L'univers n'est donc pas éternel, c'est-à-dire qu'il n'est pas univers en tant qu'univers depuis l'éternité. Mais il est l'univers, pourquoi? Parce qu'en tout présent, en chaque présent, il se crée sans arrêt. Et nous sommes cette création. Alors par conséquent, on peut dire que nous sommes Dieu, on peut dire que nous sommes la création, on peut dire que nous sommes le créateur. C'est assez complexe à expliquer finalement. Être et exister, ce sont deux choses tout à fait différentes. Exister, c'est avoir la sensation d'être. Hors être. Exister. Ça veut dire hors être. Et non pas être. Parce que être, c'est quelque chose de fantastique. Être, ça n'existe pas. Il n'y a absolument rien qui puisse être. C'est pour ça que la matière n'existe pas. La matière n'est pas. Elle existe sous forme de sensation. Elle n'est pas, parce que ce n'est pas possible qu'elle soit. Parce que si elle était, elle serait infinie. C'est-à-dire, elle serait de dimension infinie. Elle serait insécable. Elle serait de matière, comment dirais-je, uniforme. Aucun autre produit que la matière. Et comment voulez-vous que ce soit possible? Ce ne sera pas possible. C'est même assez délicat comme problème parce que la plupart des gens pensent que être, c'est normal, on voit les choses, on voit le bois, le carreau du sol, tout ça, c'est dur, c'est cassant. On appelle ça de la matière. Alors donc ça existe, ça est. Mais moi je dis ça existe, mais ça n'est pas. Alors, voilà la différence entre être et exister, c'est que la chose n'est pas, mais elle existe. Même si on parle de Dieu, par exemple, Dieu existe, mais il n'est pas. Dieu existe sous forme de principe. Il ne peut pas être sous forme d'être. Parce que être, c'est fondamental, ça ne peut pas être. C'est absolument impossible. Et je voudrais essayer de faire comprendre cette chose-là, mais c'est très compliqué. Parce que la plupart des gens ont l'esprit déjà formé à être. Quand ils disent « je suis », eh bien « je suis », c'est pas vrai. On n'est pas. J'existe. Là, on peut dire « j'existe », mais on ne peut pas dire « je suis ». Enfin, c'est pas possible. Comme Descartes disait « je pense donc je suis », eh bien non, c'est pas vrai. Je ne suis pas parce que je pense, mais je crois être parce que je pense. C'est tout à fait différent. J'ai la sensation d'être parce que je pense. Mais la pensée est liée à la conscience originelle de la dualité du néant. Elle est liée à cette conscience-là, et ce n'est pas du tout une réalité. Comment dirais-je, la sensation d'être n'est pas une réalité. C'est une sensation régie par les sens. Et les sens sont magnétiques. C'est-à-dire que pour voir un objet à distance, c'est une relation entre vibration par vibration magnétique qui arrive de l'objet à votre cerveau. Ce n'est pas de la matière qui arrive. On ne voit pas la matière. On la perçoit par les sens. Alors donc la matière n'existe pas. Si la matière existait, si par exemple si par exemple vous avez une étoile, si elle était vraiment une étoile faite de matière, vous ne pourriez pas la voir. Aussi grosse serait-elle, vous ne pourriez pas la voir. Par contre, faite d'énergie magnétique, même si elle se trouve à 100 milliards de kilomètres, vous la verrez. Pourquoi? Parce qu'elle vous transmet des ondes magnétiques, des vibrations que votre cerveau peut percevoir. Sinon, il n'y a pas d'être. Il n'y a pas de possibilité de matière qui va transmettre à distance sa propre présence. Ce n'est pas vrai, c'est absolument impossible. Et on ne peut pas dire non plus que la matière acquiert à un certain moment la possibilité d'être attractive. C'est absolument impossible. Comment voulez-vous que la matière devienne attractive? C'est un phénomène absolument fantastique. Attirer à distance, vous vous rendez compte un petit peu? C'est pas possible. Attirer, repousser à distance, ça n'existe pas. Ça existe que si c'est une conscience qui unit et qui sépare, comme dans le néant. À ce moment-là, c'est tout à fait différent. Lorsque Lavoisier nous dit « rien ne se perd, rien ne se crée », moi je trouve que c'est un petit peu abusif de prétendre une chose pareille. Parce que quand on a affaire à l'univers, quand on dit « rien ne se perd, rien ne se crée », il faut vraiment se dire « je suis Dieu » et
Et à ce moment-là, c'est moi qui décide que rien ne se perd, rien ne se crée. Autrement, comment voulez-vous prétendre que rien ne se perd, rien ne se crée simplement en observant la nature? Moi, je dis que tout se crée, tout se perd, et tout se recrée spontanément dans le même présent, c'est-à-dire dans un instant zéro. Une ligne géométrique, un instant qui ne dure pas, qui n'a pas de durée. Parce qu'il est impossible que la matière existe par elle-même, c'est absolument impossible. Quand on dit rien de secret, ça veut dire que la matière existe par elle-même et qu'elle ne va pas se perdre, elle est éternelle. Eh bien non, la matière n'existe pas, c'est absolument impossible. Il n'y a pas de matière, il y a simplement de la sensation de matière, c'est tout à fait différent. Et quand Lavoisier dit rien ne se perd, rien ne se crée, qu'il dit ça se transforme, la seule chose qui est vraie, c'est que ça se transforme. Autrement dit, dans un éternel présent, nous avons une continuité de l'univers. L'univers se crée en permanence, mais par les énergies magnétiques. Il n'y a rien d'autre que l'énergie magnétique et pas de matière. Alors, le Big Bang, pour moi, n'existe pas. Quand je dis que c'est une honte pour la science, j'exagère peut-être un peu, mais j'estime que ce n'est pas possible. L'univers ne peut pas être né d'une explosion. C'est absolument impossible. Hein. Il faut que ce soit né d'une intelligence réfléchie, presque consciente. Eh bien, il y a conscience. Il y a conscience lorsque, par exemple, l'infinitude se sépare de la nullité. Il y a conscience. Mais cette conscience va évoluer. Elle évolue petit à petit parce qu'il faut du temps à tout ça. Et les choses vont se former peu à peu. Et il va y avoir production d'atomes, ensuite production de matière, ensuite production de microcosme, ensuite production de macrocosme, etc. L'univers va se créer progressivement à partir de là. Mais comme il est éternel, est-ce qu'il y a un commencement à tout ça? C'est très compliqué de dire. Hein. Étant donné qu'il est éternel, à quel moment va-t-on partir? Eh bien, c'est là où on peut retrouver le grand secret de la chose, c'est que cette éternité, ce n'est qu'un présent. C'est le présent maintenant. Ce n'est pas l'éternité de là-bas qui s'en va. C'est le présent qui est ici. Hein. C'est ça qui peut nous expliquer l'infinitude. Hein. Il n'y a pas. Autrement, on n'aurait pas de solution. Si on veut partir de l'infinitude, de l'infini, de l'éternité, et qu'on dit à quel moment ça s'est produit, on ne peut pas. L'univers est éternel. Pourquoi? Parce qu'il est éternellement créé dans le présent. Dans le présent qui n'a pas de durée, qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'espace, qui n'a pas de matière, qui n'a rien du tout. Hein. C'est dans ce présent. C'est une ligne géométrique. L'univers, alors d'un côté vous avez la métaphysique, de l'autre côté vous avez la physique. Hein. Alors, la physique, c'est-à-dire, c'est la conséquence. D'un côté vous avez la métaphysique, la cause. Hein. On ne sépare pas la cause de la conséquence. Hein. On ne sépare pas la cause de son effet. La science, elle sépare la cause de l'effet. Elle dit il y a uniquement de l'effet. Moi, je dis il y a les deux. Il y a d'abord la cause et ensuite l'effet. La science, elle dit n'importe quoi. Pourquoi? Pour essayer d'amuser le public, pour dire voilà, nous, on a trouvé quelque chose. Et c'est pas vrai, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé du tout. Ils se vantent. J'ai rien contre la physique. Ou plutôt, ce que j'ai contre la physique, c'est de m'avoir foutu mes brevets en l'air. Sinon, j'ai rien contre la physique. Je n'ai rien. Pour que les gens croient ce qu'ils veulent, ça n'a aucune importance. Moi, je ne vais pas m'occuper de ça. Mais qu'on me jette mes brevets à la porte, ça c'est mauvais. Qu'on me rembourse mes brevets parce qu'ils ne sont pas conformes à la physique. C'est complètement ridicule. Eh bien, le Big Bang, on croit au Big Bang. On invente une théorie. Hein, et puis on l'impose. Et on la fait croire. Et le monde entier dit oh le Big Bang, oh le Big Bang. Total, c'est la crotte de Big, ça n'a rien du tout. Ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Le Big Bang ne peut pas être parce que le Big Bang est une imbécilité notoire. C'est une explosion. Par conséquent, on ne peut pas, avec une explosion, créer des petits oiseaux et des poissons rouges. C'est pas possible. Hein? C'est absolument impossible. Il faut une intelligence, et cette intelligence va progressivement partir de l'atome et créer progressivement des êtres humains, etc., des fleurs, des plantes, etc. Hein? Mais c'est une progression. Hein? Les étoiles elles-mêmes, les étoiles ne sont pas nées comme ça d'une explosion. Les étoiles se sont formées au monde de milliards et de milliards de millénaires. Vous avez deux amoureux. Hein? Ça existe. Heureusement. Eh bien, vous avez un petit gars qui se présente là-bas, une petite jeune fille qui se présente par là. Ils se rencontrent tous les deux. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'il est beau. S'il y en a un tout seul qui est amoureux, l'autre, il s'en fiche pas mal.
Bon, le seul qui va voir, il va dire « Oh, je le voudrais bien celui-là, ou je la voudrais bien celle-là ». Mais l'autre, il ne bouge pas, il s'en fiche pas mal. Donc, il n'y a pas grand-chose. Mais si les deux se rapprochent l'un de l'autre, en disant « Oh, qu'elle est belle, oh, qu'il est beau », ils vont se précipiter l'un vers l'autre. Et boum, ils vont se rentrer dedans. Tout simplement, ils vont être attirés l'un par l'autre avec précipitation. Il n'y en aura pas un qui va partir, mais deux qui vont se rentrer l'un dans l'autre. Et ça, c'est très important parce que cette force d'attraction est bien supérieure. Bien supérieure, c'est la force de gravitation. Elle va être bien supérieure à la force d'attraction. Ensuite, au bout d'un moment, le couple s'est formé. Hein? Bon, le couple s'est formé, très bien, tout le monde. Je t'aime bien, tu m'aimes. Et puis un jour, il y en a un qui dit « Oh ben, j'en ai assez, je m'en vais. » Ah, tu t'en vas, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Il est là. Hein? L'autre, il s'en va, il s'en va. Non, 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 ne pars pas, j'ai besoin de toi. Faut m'attendre. Alors, il n'est pas libre. Il n'est pas libre parce que celui-là, il est là à le retenir, il le freine de loin. Bon, alors ça, c'est... Alors maintenant, vous avez une autre phase, en dernière phase. Vous savez, le gars, il s'en va. Tu t'en vas, je m'en vais aussi. Ah, libéré. Ils sont libérés. Pourquoi? Quand il y en a un qui s'en va, l'autre s'en va également. Alors, ils se libèrent mutuellement. Là, ils s'attirent mutuellement, et là, ils se libèrent mutuellement. Alors là, attraction, précipitation, pas de freinage, puisque les deux s'en vont simultanément. S'il y en a un qui reste, il freine l'autre, mais si les deux s'en vont simultanément, il n'y a plus de freinage. Alors c'est très intéressant, parce qu'on peut imager l'énergie magnétique avec ça, simplement le mouvement des planètes avec ça, les planètes qui sont en rotation synchronisée, toute l'harmonie de l'univers consiste dans cette chose-là, l'harmonie des rotations. Hein? Alors, grâce à cela, nous avons attraction, ce qu'on appelle la gravitation, et en plus de ça, nous avons accélération des mouvements. Accélération des pôles qui se tombent là-haut, pas de freinage. Accélération, pas de freinage. Accélération, pas de freinage. Donc, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Hein? Alors, c'est très intéressant, parce que vous avez des mouvements planétaires, vous allez dire, mais alors, c'est un mouvement perpétuel? Oui, c'est un mouvement perpétuel. Mais alors, si c'est un mouvement perpétuel, ça va exploser? Non, ça ne va pas exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a le mouvement orbital. Et le mouvement orbital, c'est un fait qui, pendant que les masses tournent, pendant qu'elles tournent, elles vont se mettre à tourner l'une autour de l'autre. Elles vont se mettre à tourner. À force de tourner l'une autour de l'autre, de plus en plus vite, par champ magnétique, elles vont s'entraîner, comme on en voit avec une fronde. Plus on force la fronde, plus l'éloignement se produit. Donc, la Lune va s'éloigner de la Terre va s'éloigner de la Lune. Ils vont s'éloigner toutes les deux l'une de l'autre. À force de s'éloigner, il va arriver un moment où, à force de s'éloigner, elles vont s'équilibrer exactement entre la vitesse orbitale et l'attraction. Alors là, on n'a pas une lancée initiale, on a simplement un procédé progressif de mise en route. Hein. D'abord, la rencontre, la mise en route spontanée des mouvements de rotation, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, hein, l'éloignement de plus en plus rapide et de plus en plus loin, et ensuite on a un système perpétuel qui ne va pas exploser, parce que le jour où il va vouloir exploser, il y aura moins d'attraction, donc ils vont se rapprocher. Le jour où ils vont vouloir se tomber dessus, eh bien non, ils vont augmenter l'attraction, donc re-augmenter la vitesse centrifuge, ce qui fait qu'en définitive, il va y avoir un mouvement orbital qui va s'équilibrer exactement avec l'attraction. Hein. Alors ça, c'est la vraie mécanique universelle. Simplement, il n'y a pas de déformation. C'est-à-dire qu'il y a toujours une continuité dans le système. Vous avez la Terre qui tourne là, et la Lune va tourner comme ceci autour de la Terre. Hein. Pas comme ça. Non, comme ça, toujours pareil comme ça. Elle va partir de 20 000 km, elle va partir à 20 000 km, elle va revenir de 20 000 km, elle va repartir à 20 000 km, elle va revenir, toujours dans la même position. Donc il y a deux polarités. Il n'y a pas seulement gravitation, il y a attraction et répulsion. Et ça, c'est très important. On ne sépare pas la dualité magnétique. Et si la gravitation avait une valeur, il faudrait qu'il ait inventé la répulsion. Où est-ce qu'on irait la chercher? Hein? Déjà, la gravitation, c'est déjà un problème. Hein, et s'il fallait en plus inventer la répulsion, on se demande où on ira la chercher. Alors que là, elle est là, tout simplement, dans la dualité magnétique. Elle est là, tout simplement. Elle ne va pas ailleurs. Autrement dit, l'univers est un ensemble perpétuel, infini, où tous les moindres points, les moindres particules sont faites de dualité magnétique. Un couple, c'est une image. J'ai une question d'harmonie. L'harmonie dans une galaxie. Vous avez par exemple 100 milliards d'étoiles dans la même galaxie. Les 100 milliards d'étoiles
tourne à la même vitesse de rotation au niveau du noyau. Une autre galaxie qui n'a pas la même fréquence va pouvoir passer à côté de cette galaxie sans la perturber. Pourquoi? Parce que n'ayant pas la même fréquence, elle va y avoir une ici qui va avoir une certaine fréquence qui ne va pas attirer celle-ci parce qu'elle n'a pas la même fréquence. Est-ce que vous suivez un petit peu? Ça, c'est important. C'est une question d'harmonie. Si vous avez la possibilité d'avoir deux particules qui tournent ensemble, elles s'attirent mutuellement. Si elles ne tournaient pas ensemble, elles ne s'attirent pas. C'est pour ça que vous avez des atomes de fer, des atomes de bore, des atomes de sodium, des atomes etc. De toutes sortes de choses, hein, parce qu'ils n'ont pas la même fréquence de rotation. Le grand problème de l'univers, c'est ça, c'est l'harmonie. S'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'univers. Mais s'il n'y a pas rotation synchronisée au niveau du noyau, il n'y a pas attraction, il n'y a pas création d'énergie. Alors que s'il y a rotation en même temps qu'il y a harmonie, il y a production d'énergie. Ça, c'est formidable. D'ailleurs, dans un couple, s'il y a production d'énergie, s'il y a un bébé qui apparaît, c'est parce qu'il y a justement harmonie entre les deux, hein, ou tout au moins harmonie mentale ou harmonie physique, et puis, bon, il y a une création. Alors que s'il y a une désharmonie, il n'y a même pas de couple qui se produit. Le couple, ça va être n'importe quoi. Hein. On ne va pas appeler ça un couple. C'est une rencontre, une rencontre opportune comme ça, simplement. C'est tout. Hein. Alors que si vous avez harmonie, vous créez de l'énergie. Pour faire la comparaison avec le tracteur magnétique que je vous ai montré, je vais vous montrer comment on fait de l'électricité avec des aimants, avec simplement des disques magnétiques. J'ai un disque magnétique ici qui tourne avec un moteur de 2200 watts. Ici, un autre disque qui fait tourner un alternateur toujours de 2200 watts. Encore un autre, 2200 watts. Encore un autre, 2200 et encore un autre, 2200. Autrement dit, avec un moteur de 2200 watts, je vais créer ici 8800 watts d'électricité. Et il faut que ça tourne à 3000 tours par minute. C'est énorme, c'est très très fort, c'est très impressionnant. Alors je vais les mettre en route et vous allez voir progressivement, parce qu'on ne peut pas lancer d'un seul coup le moteur, je vais y aller progressivement de façon à vaincre l'inertie de départ, de façon à ce que le système s'entraîne progressivement de plus en plus vite. Je vais donc le mettre en route et nous allons regarder ici les ampoules qui vont s'allumer, les lampes qui vont s'allumer. C'est un petit variateur qui permet de démarrer lentement et qui permet d'accélérer. Donc nous avons pu constater qu'avec un moteur de 2 kW2, on fait tourner 8000 watts, c'est-à-dire 8 km/8. Ici, par exemple, j'ai 2 kW et je produis chaque fois 2 kW, 2 kW, 2 kW, 2 kW. Hein. Mais je ne m'arrête pas là. Si je les mets encore en file indienne, je peux en mettre 10, 12, 15 comme ça. Hein. Alors, j'ai quand même une petite consommation d'énergie. Chaque alternateur consomme environ 100 watts. Chaque alternateur consomme environ 100 watts. Et là, il produit 2000, c'est-à-dire 20 fois plus. 20 fois plus. Par conséquent, avec un seul moteur, je peux obtenir 20 fois plus de puissance. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ça demande bien sûr une certaine technique, une certaine installation, un certain travail, une bonne connaissance des choses, mais on peut y arriver. Et ça, ce sera produit dans quelques années. Bien sûr, pas demain, pas après-demain, mais dans 2 ou 3 ans, ce sera possible. Et avec les voitures magnétiques, ce sera possible. J'ai un moteur qui fait tourner 4 alternateurs. 4 alternateurs avec un moteur de 2000 watts, je produis 8000 watts d'énergie. Je multiplie donc mon énergie par 4, même par 5. Alors, j'ai actuellement un système que j'essaie de faire
avec un moteur et un générateur. Le moteur entraîne le générateur. Alors, j'ai inventé un système pour que le moteur qui entraîne le générateur coupe le courant et introduise spontanément l'énergie du générateur dans le moteur. Ce qui fait que, normalement, je lance le truc, hein, je lance le système avec un variateur. Je lance le système. J'ai 8 fonctions dans mon système, 8 mouvements perpétuels encore, hein, 8 fonctions dans mon système, 8 interruptions. Je bascule d'un seul coup, je mets les 8 fonctions en machin, j'inverse carrément le secteur, je coupe le secteur, en échange, je mets la batterie, pas la batterie, mais le générateur qui alimente le moteur. Le moteur alimente le générateur alimente le moteur alimente... Ce serait amusant, ça. Hein. Alors, je sais pas. Alors là, normalement, je devrais y arriver. Hein. C'est pas certain, mais je vais y arriver. Mais si je veux, je pourrais, parce que quand on veut, on peut. Vouloir, c'est pouvoir. La Terre, c'est une petite planète de rien du tout à côté de l'univers. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de planètes et d'étoiles et tout ça. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de la vie ailleurs? C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut vraiment faire que... Je sais pas moi, il faut être limité dans ces idées pour croire que la Terre est seule habitée. Hein, alors il y en a qui disent Mars, les Martiens, les ceci, cela. Bon, pourquoi pas. Mais c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'il n'y a pas des habitants sur les autres planètes. Hein. Ça, on est de loin comme ça, on peut pas s'en apercevoir, mais c'est obligé qu'il y ait de la vie partout. Obligé. Parce que la vie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la rencontre des atomes qui se mettent en molécules, en microcosme, et ensuite qui engendrent la vie petit à petit par excitation progressive. Enfin, il faut vous expliquer ça un petit peu. Lorsque vous avez deux atomes qui se rencontrent, ils s'excitent mutuellement, ils s'activent. À ce moment-là, la vie apparaît. Pourquoi voulez-vous que la vie apparaisse que sur la Terre? Alors que partout, il y a des atomes. C'est partout des atomes. Alors donc, la vie, elle est absolument répandue dans l'univers entier. Ça ne veut pas dire que c'est la même que nous, ça ne veut pas dire que ce sont des hommes comme nous, ça veut dire qu'il y a de la vie. Il y a bien des scorpions dans le désert, sans eau. Ben, il y a des poissons dans l'eau, il y a des papillons. Bon, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de la vie ailleurs, c'est normal. Hein. C'est pas possible qu'on puisse imaginer un seul instant qu'il n'y ait pas de la vie ailleurs. C'est pas possible. Il faut être vraiment... ou alors faire de la religion, puis dire Dieu nous a créés sur la terre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ce qu'on appelle la vie, c'est tout simplement le mouvement. La vie est créée par le mouvement. C'est pas. Vous avez par exemple une balance qui est fixe, hein, elle est dans l'équilibre. Elle ne vit pas. Et pourtant, elle est là. Elle vit intérieurement par ses atomes. Mais sitôt qu'elle se met à osciller, on dit qu'elle est en vie. Eh bien, dans les atomes, c'est pareil. Les atomes tout seuls, ils ont une vitesse telle qu'on ne les voit pas tourner. Mais mettez deux atomes à proximité l'un de l'autre, ils vont s'exciter mutuellement. À ce moment-là, ils vont donner une sensation de vie. C'est le commencement. Ça, c'est le tout premier commencement de la vie. Hein. Et puis ensuite, il va y en avoir 2, et 3, et 4, et 5, et 10, et 50 milliards. À ce moment-là, ça va faire un ensemble. Hein. Mais tant qu'il y a deux atomes, bien sûr, ça ne va pas faire grand-chose. Mais si on mettait 50 milliards, ça commence à faire quelque chose. Eh bien, c'est ça la vie. Au bout d'un moment, à force de se grouper en petites particules, en petites même les molécules ensuite, à force de se grouper, il va y avoir la vie. Hein, la vie apparaît. Et il n'y a pas de raison que ça soit uniquement sur la Terre. Il n'y a pas de raison. Il y a certainement des quantités de planètes, des milliards de planètes habitées. Des milliards de planètes. Dans la quantité, c'est que c'est pas... Il n'y en a pas 50, hein, il y en a des milliards et des milliards. Ce n'est pas la vitesse de la lumière qui nous empêche d'aller là-bas. C'est simplement parce qu'on est collé à la Terre. Et puis il faut vaincre contre cette pesanteur. Parce qu'on est des aimants. Alors automatiquement, on est atterré par le centre de la Terre, par le noyau terrestre. Alors, aller dans une autre planète, ce n'est pas seulement la question qu'il y a que la vitesse de la lumière, c'est une question qu'on ne peut pas s'arracher facilement à la Terre. Hein, pour s'arracher à la pesanteur, il faut éloigner des aimants. Et vous connaissez les aimants, quand il faut séparer deux aimants qui s'attirent, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Sauf lorsqu'ils s'éloignent simultanément. Alors là, c'était assez formidable, parce que s'ils s'éloignent comme ça, ils ne s'attirent plus. Bon, c'est c'est spécial. Ça se montre avec des appareils. Hein. Mais la vie est partout. On peut pas empêcher. Hein.
Je vais d'abord vous expliquer pourquoi la vitesse de la lumière est 300 km par seconde, 300 000 km par seconde. Normalement, en fonction de tout ce qui existe, c'est-à-dire en fonction de l'infini qui est empli d'énergie magnétique, lorsque vous avez un champ magnétique qui est là, il correspond spontanément jusqu'à l'infini. Il correspond spontanément jusqu'à l'infini. Mais, au moment même où, par exemple, vous émettez de l'énergie, lorsque vous émettez une source d'énergie, vous appuyez sur un bouton électrique, vous allumez la lampe. La lampe va s'éclairer et elle va s'éteindre, si elle se coupe. Et bien, cette énergie, elle va partir dans l'espace. Pourquoi va-t-elle atteindre la vitesse de 300 000 km par seconde? C'est très simple. C'est parce que lorsque vous avez un objet quelconque, une locomotive qui se lance dans l'espace, elle crée contre elle une force qu'elle acquiert plutôt, en se déplaçant. Ça s'appelle une masse inerte. Elle se heurte à la masse inerte qu'elle crée dans sa fuite. Eh bien, le champ magnétique, quand il se part à vitesse infinie, il a envie de partir à vitesse infinie. Mais à l'instant même où il atteint 300 000 km par seconde, paf, il ne peut pas avancer plus loin. Il crée une masse contre laquelle il se heurte, il ne peut pas aller plus loin. Il voudrait bien y aller plus loin, parce que sa vitesse fondamentale, c'est d'aller à l'infini, spontanément. D'aller là, c'est parti, sans délai. Mais à l'instant même où elle se déplace, elle se heurte à la masse qu'elle crée dans sa fuite, et elle ne peut plus avancer plus vite. Elle se heurte, elle voudrait bien, mais elle ne peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie, c'est un petit peu spécial comme truc. L'énergie qui est émise à un certain endroit, elle va se fuir dans l'espace. Elle va fuir dans l'espace. Mais à l'instant même où elle va démarrer, elle ne peut pas aller plus vite que 300 000 km par seconde parce qu'elle crée dans sa fuite une masse virtuelle, qui n'est pas une vraie masse. Hein, et ça s'appelle le photon. Ça s'appelle le photon dans la lumière. C'est ce qu'on appelle... le photon n'existe pas, parce que la lumière, c'est pareil. La lumière veut partir d'une étoile, par exemple. Hein. Si, par exemple, c'est une énergie qu'on a ajoutée, c'est-à-dire, elle va se heurter à la masse inerte. Il faudrait que je vous explique ça un petit peu différemment, parce qu'il y a 2 ou 3 problèmes là-dedans. Si, par exemple, c'est vous qui émettez une énergie, hein, votre énergie va se déplacer à 300 000 km par seconde pour aller vers les étoiles. Hein. Bon, c'est possible. Mais si au contraire, c'est l'étoile qui émet son énergie depuis X temps, cette vitesse est infinie. Elle va à vitesse infinie. Alors ça, je vous explique ça avec un graphique. Parce que c'est très important. La vitesse qui part de l'étoile, elle va à vitesse infinie parce qu'elle ne se déplace pas. Elle vibre sur place. Mais elle se transmet à vitesse infinie. Alors que vous, quand vous émettez une énergie, elle se déplace. C'est-à-dire, c'est une quantité d'énergie qui se déplace. Et c'est cette quantité d'énergie qui se heurte à la masse qu'elle crée dans sa fuite. C'est un peu spécial. Et le photon n'existe pas. Le photon, c'est la masse inerte qui se produit lorsque la lumière rencontre un choc, se rencontre contre elle-même. Lorsque la lumière se freine par elle-même, c'est ça qu'on appelle le photon. Le photon n'existe pas, il n'y a pas de photon. Hein. Einstein a eu un prix Nobel pour le photon qui n'existe pas. Et Niels Bohr a eu un prix Nobel pour l'atome qui n'existe pas non plus, puisque on sépare la dualité magnétique en positif et en négatif. Ça ne va pas, on ne peut pas les séparer. Alors Bohr, il les a séparés. Et on fait une théorie atomique là-dessus. C'est complètement idiot, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais enfin bon, la physique est ainsi faite. Hein. Le problème de la réincarnation, qui est un problème, disons, humain, parce que les gens ont peur de la mort, ils ont peur de ce qui va arriver après la mort, et donc, dans leur idée, il serait préférable qu'ils se réincarnent, c'est-à-dire qu'ils redeviennent ce qu'ils étaient, afin que la vie se prolonge, et peut-être même éternellement. Or, la réincarnation, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'après moi, la réincarnation, c'est l'éternelle incarnation de l'esprit. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'esprit, c'est cette énergie magnétique. Elle est immuable. Mais lorsqu'on vit, eh bien, on est fait de cette énergie. Et lorsqu'on meurt, c'est toujours la même énergie qui revient en arrière, c'est-à-dire qui revient dans l'unité générale de l'infini. C'est-à-dire que cette énergie ne perd pas ce qu'elle est. Elle reste
comment je pourrais dire, cette énergie, elle reste cette énergie continuellement. Ce qui fait qu'elle va recréer des êtres. Et la réincarnation, ce n'est pas la réincarnation de l'être, c'est l'incarnation permanente de l'énergie. C'est l'énergie qui s'incarne en permanence sous forme d'être. Elle ne peut pas faire autrement, c'est ça qui est intéressant, elle ne peut pas faire autrement. Et sous forme de n'importe quoi, sous forme de rocher, sous forme de papillon, etc. Elle ne peut pas faire autrement que de se réincarner. De s'incarner de cette façon. C'est ça la réincarnation. Ce n'est pas revenir tel qu'on était, c'est pas vrai. Mais alors un jour, une petite dame à la télévision s'est exprimée d'une drôle de façon en disant « Moi, quand je reviendrai sur Terre, j'irai demeurer à Nantes. » Alors là, c'est tout à fait aberrant. Cette dame ne reviendra pas telle qu'elle est, c'est pas possible. Et à quel âge, on ne sait jamais. Si c'est un bébé ou une femme âgée de 60 ans, hein, ou âgée de 80 ans, je ne sais pas. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. On ne revient pas sur Terre en tant qu'être tel qu'on était. Mais l'énergie se réincarne automatiquement, elle crée des êtres nouveaux. Hein, des chiens, des puces, des rats, des serpents, n'importe quoi, tout ce qu'on veut, des papillons, des petits oiseaux. Alors, c'est très curieux parce que quand je dis « ce n'est pas nous », eh bien, si, c'est en même temps nous. Et c'est pas nous. C'est ça le problème. C'est que c'est une curiosité, c'est cette dualité, hein, cette dualité qui fait que nous sommes et nous ne sommes pas. Nous existons et nous n'existons pas. Nous existons, nous sommes réels et nous ne sommes pas réels. Et les gens qui reviennent après avoir été presque morts, ils n'ont jamais été vraiment très morts. Ils ont été dans une espèce de coma prolongé, mais et alors ils ont ressenti c'est ce qui est curieux, ils ont ressenti la vie, ils se sont vus au-dessus d'eux ils se sont vus survoler leur corps, et puis ils se regardaient en bas, ils disaient mais c'est moi ça, je suis là en dessous. C'est très curieux comme ça. Or comment exprimer tout ça? Il y a certainement des sectes ou des religions qui peuvent l'expliquer. Moi, c'est un problème que je ne m'explique pas tellement, mais je me dis une chose, étant donné que nous sommes le tout, hein, qu'on soit mort ou qu'on ne soit pas mort, c'est pareil. C'est pareil, finalement, c'est la même chose. On vit, on est heureux de vivre, on meurt, il ne faut pas pleurer la mort. Il ne faut pas pleurer. Bon, c'est logique, on pleure un mort, pourquoi? Parce qu'on se sépare d'une personne, il n'y a pas d'histoire, on a la tristesse. Mais en réalité, si on comprend bien la chose, et qu'on est le tout, et qu'on est en même temps le rien, eh bien, on doit se dire, non, à quoi ça sert de pleurer, hein? C'est un problème un petit peu délicat, hein, ça. Parce que, moi, je veux bien, moi, le fait de mourir, bon, on meurt. Et puis, on sait qu'on va se réincarner. À ce moment-là, c'est intéressant. Mais si on ne sait pas qu'on va se réincarner, et qu'on sait quand même qu'on est le tout, eh bien, on est le tout, et bien c'est tout. On est les papillons, les petits oiseaux, etc. Bon. Eh bien, pour moi, j'estime que la mort ne me fait pas peur. Hein. J'ai 85 ans, j'ai absolument aucune peur de la mort. Pourquoi? Parce que je sais que le jour où je vais mourir, je ne vais rien perdre, je ne vais rien gagner, ou plutôt simplement, ma vie va se transformer, mais pour revenir sous une autre forme, eh bien après, bon, pourquoi pas, hein. C'est un peu curieux comme truc, hein, quand même, hein. Il faut se réjouir d'avoir connu la vie, Ça, c'est un phénomène absolument fantastique. Avoir connu la vie alors qu'il n'y a rien, alors que c'est du néant, et connaître la vie, et voilà, la matière, le bois, les arbres, les fleurs, etc. Avoir connu tout ça, c'est un phénomène absolument fantastique, absolument merveilleux, absolument formidable. Comment expliquer ça? Les religions essayent de se défendre avec ça. C'est Dieu, ceci, c'est de cela. Mais d'où vient Dieu, on ne le sait pas. Hein? D'où viendrait Dieu? D'où viendrait s'il existait? Et comme il ne peut pas être, mais il peut simplement exister, pour moi, Dieu, c'est l'énergie, simplement, c'est l'ensemble. Alors, nous sommes Dieu. Et pourquoi pleurer la vie? Pourquoi pleurer la mort? Eh bien, il n'y a pas de raison, puisque nous sommes Dieu, nous sommes le tout, nous sommes le néant. Pourquoi nous inquiéter de tous ces problèmes? Je suis le tout et en même temps je suis le rien. Et ça ne m'effraie pas du tout, au contraire. Au contraire, je suis très heureux d'être le tout et le rien en même temps. Le bien et le mal sont inséparables, exactement comme le dessus et le dessous d'un objet. Hein.
ou l'est ou l'ouest, ou le nord et le sud d'un aimant. Ils sont absolument inséparables. Il n'y a pas d'un côté le bien séparé et le mal de l'autre côté séparé. Non, le bien et le mal sont inséparables. Et alors, bien sûr, chez les êtres humains, il y a quand même une possibilité intéressante, c'est qu'on peut faire un choix. On peut faire un choix entre le bien et le mal. Vous avez des gens qui choisissent le mal. Bon, ils tuent, ils volent, ils profitent de tout le monde. Bon, c'est une façon de vivre. Et il y a l'autre côté, il y a les mêmes personnes, ou d'autres personnes, qui possèdent exactement le bien et le mal en elles, mais qui ont choisi le bien. C'est-à-dire qui ont fait mentalement, qui ont choisi mentalement le fait de rendre service, d'être altruiste, d'offrir au lieu de prendre, etc. Voyez-vous? Alors, mais c'est la même personne, c'est la même personne qui possède dans elle-même le bien et le mal. On ne peut pas séparer le nord du sud dans un aimant. Par conséquent, la science, par exemple, lorsqu'elle dit que l'atome est créé avec des particules positives et des particules négatives, c'est absolument stupide. Il y a simplement des dualités qui sont inséparables. L'atome est constitué de, mettons, on l'appelle des protons au centre, ou le noyau au centre, qui est un aimant, avec des petits aimants qui tournent autour. Mais ce ne sont pas des particules positives séparées des particules négatives. On ne sépare pas la dualité. On ne peut pas séparer deux bouts de ficelle en disant, voilà, maintenant, j'ai coupé ma ficelle en deux, j'ai maintenant deux ficelles qui n'ont qu'une seule extrémité. C'est pas vrai. Vous aurez toujours deux extrémités des deux côtés. Alors, et dans le magnétisme, c'est pareil. Et dans la vie, c'est pareil. On ne peut pas séparer la dualité. Donc, le bien et le mal sont inséparables. Absolument inséparables. Par contre, on peut faire un choix. Alors ça, c'est un choix mental. Hein. Dans notre existence, qu'on existe ou qu'on n'existe pas, ça n'a aucune importance. On fait un choix. On a la sensation d'être. Bon, cette sensation d'être, c'est intéressant. Alors, on fait un choix. Si on choisit le mal, tant pis, après tout. Bon, on choisit le mal. Si on choisit le bien, tant mieux. Hein. Et encore une dualité, voyez-vous, tant pis, tant mieux, c'est encore une dualité. Alors, c'est à nous de faire un choix. Et je crois que c'est intéressant de le faire. Il faut le faire, ce choix. Et il faut choisir le bien plutôt que le mal. En sachant très bien que le mal est là, et puis qu'il est pesant, et puis qu'il est empoisonnant. Mais il faut quand même éviter de le connaître, hein, et puis de choisir le bon côté. Je crois que c'est très important de choisir le bon côté. Hein. Le bien et le mal existent par le fait même qu'il y a dualité au départ. La séparation entre la nullité et l'infinitude, c'est déjà le mal. C'est-à-dire, c'est déjà quelque chose, c'est une séparation, c'est une cassure, une rupture. Et ce qu'on appelle l'amour, c'est le bien qui unit. À ce moment-là, le bien et le mal sont inséparables. S'il y a bien, il y a en même temps le mal. On ne peut pas les isoler l'un de l'autre. On ne peut pas dire il y a uniquement le bien ou il y a uniquement le mal. Et alors, pour créer l'univers, ce qui est très curieux, c'est que pour créer l'univers, il faut absolument deux énergies, deux forces, l'attraction et la répulsion. Si vous n'avez qu'une seule attraction, vous ne créez rien du tout. Si vous n'avez que la répulsion, vous ne créez rien du tout. Mais si vous avez les deux, à ce moment-là, l'univers paraît. Alors ça, c'est formidable. Lorsque vous avez, par exemple, deux atomes qui se rencontrent, ils s'excitent mutuellement. Hein. Donc, du moment qu'ils s'excitent mutuellement, ils augmentent leur possibilité d'expansion. Alors, qu'est-ce que c'est que la mémoire? Lorsque vous ajoutez une pensée, lorsque vous ajoutez une énergie, n'importe quoi, hein, un choc ou l'autre, l'atome se dilate. Les électrons se déplacent autour du noyau. Mais ils ne se déplacent pas de la même manière que s'il n'y avait pas eu l'instant précédent qui produisait cette excitation. Par conséquent, l'électron qui se trouve autour du noyau va changer de place. Et ce changement de place, c'est-à-dire entre celui-ci et celui-ci, qui fait la mémoire. Et la mémoire, une fois enregistrée, elle est irréversible. L'électron qui est devenu là, il ne reviendra jamais en arrière à sa position première. On a ajouté de l'énergie, excusez-moi, on a ajouté de l'énergie, donc l'énergie, elle a été ajoutée, on a changé quelque chose, hein. Même si on enlève de l'énergie, l'électron ne retrouve jamais sa position première. Et la mémoire, c'est ça, elle change de place, l'électron change de place. Hein. Et c'est le changement de place, mais attention, si on considère simplement un électron, c'est rien, mais l'atome est constitué de sous-atomes, la particule est constituée de sous-particules, ce qui fait que la mémoire, elle n'est pas seulement inscrite dans la particule, avec une particule, mais dans 1 milliard de particules, dans 100 milliards de particules, des sous-particules qui constituent la matière.
c'est très complexe comme truc, hein. Mais la mémoire se comprend très bien. Il suffit simplement de savoir que quand on ajoute de l'énergie à quelque chose, il y a excitation, donc changement de position. Et c'est ce changement de position qui crée la mémoire. Et ça, c'est irréversible. Ce qu'on a fait, c'était fini. Une fois que c'est fait, on ne peut pas dire je ne l'ai pas fait. Hein. Par conséquent, la mémoire est irréversible. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on est mort, eh bien, cette mémoire, elle reste inscrite dans les énergies. Elle reste inscrite. C'est pas quelque chose qui va s'effacer. Elle reste inscrite dans la dualité magnétique, hein, mais dans des milliards et des milliards de particules. Par conséquent, c'est irréversible. Et cette mémoire, elle va faire que lorsque quelqu'un va venir au monde, il va hériter de cette mémoire. Autrement dit, il va être comment dirais-je, il va être la mémoire, il va être la conséquence de cette mémoire. Nous sommes la conséquence du passé. Il n'y a pas d'histoire, nous sommes la conséquence du passé. Hein. Dans le présent, nous vivons ce que les ancêtres nous ont vécu. Ils ont introduit dans l'énergie de la mémoire et nous héritons de cette mémoire. Ça, il n'y a absolument aucun doute. Hein. Alors, est-ce que c'est un problème considérable pour l'humanité? J'en sais rien, ça. Mais moi, personnellement, je crois que c'est assez simple à comprendre. Nous sommes la conséquence la conséquence de ce qui s'est passé depuis l'éternité. Hein. On est cette conséquence-là. L'évolution, si vous voulez, on est l'évolution de tout ça. C'est assez amusant comme truc. La mémoire de l'eau est intéressante dans la mesure où, justement, il y a, lorsqu'on introduit un objet, par exemple, n'importe quoi, une pierre, un cristal ou même un métal dans de l'eau, l'eau s'imprègne de la fréquence de l'objet. Et automatiquement, du moment qu'elle s'imprègne, elle prend de la mémoire, c'est-à-dire elle va se rappeler ce qui est arrivé. Alors on ne veut pas y croire en physique, mais pourtant c'est une réalité. Lorsque vous mettez un objet dans l'eau, soit un cristal ou n'importe quoi, automatiquement l'eau s'imprègne des vibrations du produit et s'inscrit en mémoire. Il y a de la mémoire qui s'inscrit à l'intérieur. Et quand vous enlevez le produit, eh ben, la mémoire, elle reste là. Elle ne va pas s'en aller comme ça. Du moment qu'elle s'est introduite, elle reste là. Ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la mémoire, c'est qu'une fois qu'il y a modification des mouvements électroniques autour du noyau, automatiquement, une fois que c'est inscrit, ça ne revient plus en arrière. Même si vous le faites revenir en arrière, ça ne reprendra jamais la position. Et en plus de ça, sachant que la particule elle-même est constituée de sous-atomes en nombre infini de sous-atomes qui sont tous... Ils ont tous joué avec le truc. Hein. La mémoire est inscrite pas seulement dans l'électron, dans les sous-électrons et dans les sous-électrons. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Les particules atomiques sont constituées de sous-atomes en milliards et en milliards d'exemplaires. Elles sont toutes enregistrées à la mémoire. Tout enregistre le même truc. Quand vous enregistrez la mémoire dans l'atome, ce n'est pas dans l'atome, c'est partout, c'est au plus profond de la matière, au plus profond de l'énergie. C'est très sérieux cette histoire. Alors forcément, Benveniste, il ne pouvait pas exposer un truc comme ça sans qu'il explique en même temps ce qu'était la mémoire. Hein. Il dit, il y a de la mémoire dans l'eau. Oui, d'accord. Alors les autres disent, mais non, il n'y a pas de mémoire dans l'eau, ça ne marche pas votre truc. Et puis en plus de ça, s'il y a de la mémoire, alors c'est contre toute théorie. C'est pas logique de voir des choses pareilles. C'est pas normal. C'est pas normal. On veut avancer en science. C'est la science veut avancer, quelle que soit l'origine, que ce soit un amateur comme moi, ou que ce soit un professeur comme Benveniste, ou même un physicien, on l'accepte. Je ne dis pas qu'on l'accepte, mais au moins qu'on regarde si c'est bien ou c'est pas bien, qu'on fasse un jugement, qu'on porte un jugement là-dessus. Si c'est pas bien, on dit c'est pas bien, c'est tout. Hein. En tout cas, on l'a foutu en l'air, on l'a bazardé. Hein. On ne l'a pas tué, mais on a basé son laboratoire. Pourquoi? Parce qu'il apportait une chose nouvelle que la science ne pouvait pas comprendre. Hein. Mais moi, quand j'écris à des physiciens, pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas? Parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas quoi répondre. Ils savent très bien que j'ai raison, mais personne ne veut m'écouter. Pourquoi? Parce que ça modifie quelque chose dans la physique. Et la physique, c'est une des sciences les plus ancrées dans l'esprit des gens. Forcément, 6 milliards d'individus dans le monde et 6 milliards de gens qui croient à la matière.
Comment voulez-vous qu'on change d'un seul coup, qu'on dise c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est autre chose? Comment c'est autre chose? Qui est-ce qui invente une chose pareille? Alors, monsieur, j'invente une chose pareille. Moi, j'arrive et comme un cheveu dans la soupe, une mouche dans la soupe, ou même un pavé dans la mare, une montagne dans la mare. C'est même pas un pavé, c'est une montagne dans la mare. Comment voulez-vous qu'on m'écoute? C'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant j'apporte la solution, hein. J'apporte pourtant la connaissance. Il est évident que la science physique, qui n'est pas une vraie science, se heurte un petit peu à ce que j'ai découvert, parce que quand je dis par exemple que tout est énergie magnétique, alors que la science dit que c'est la matière qui attire la matière, sans aucune preuve d'ailleurs, parce que c'est... Comment voulez-vous que la matière attire la matière si elle n'est pas faite elle-même d'énergie magnétique? C'est impossible. La matière ne peut pas attirer à distance comme ça. On ne peut pas inventer l'attraction. Hein? Elle est ou elle n'est pas. Alors, la science physique, je n'y crois pas depuis bien longtemps, parce que pour moi, la science physique, c'est une fausse science qui ne peut pas expliquer les choses. Elle n'explique rien. Et avec mon système, je peux tout expliquer. Par conséquent, quand je propose à un scientifique, un physicien ou autre, de lui expliquer quelque chose, non seulement il ne répond pas, j'ai offert des livres gracieusement, à peu près 1500 ouvrages que j'ai donnés gracieusement à des physiciens, même à l'Académie des sciences. J'ai donné à l'Académie des sciences 170 ouvrages que je n'ai même pas eu le moindre remerciement, le moindre accusé de réception. Hein. Des gens qui se disent scientifiques, qui ne répondent pas au courrier. Pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas? Parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'erreur. C'est tout simplement parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent pas prouver que j'ai tort. Et par conséquent, en même temps, ils prouvent que j'ai raison, parce que du moment qu'ils ne répondent pas, c'est qu'ils n'ont rien à dire. Parce que vous savez, quand on a quelque chose à dire sur quelque chose, sur une théorie ou autre, on le crache à la figure du gars qui a apporté quelque chose. On ne se contente pas de ne pas lui répondre. On lui dit, mais monsieur, vous êtes dans l'erreur. Et moi, jamais personne ne m'a dit dans l'erreur. Personne ne m'a dit que j'étais dans l'erreur. Ils ne peuvent pas le dire. C'est pour ça que la physique, actuellement, elle se trouve devant des problèmes incommensurables. Depuis 30 années, elle n'a pas sorti une seule idée intéressante. Elle dit n'importe quoi. Au point que même, j'ai lu dernièrement une revue, Science et Vie, qui disait « Faut-il tout reprendre à zéro ?» Comment faut-il ne pas tout reprendre à zéro puisqu'on ne comprend rien à l'univers? Il faut bien reprendre à zéro pour que... Et qu'est-ce que c'est que le zéro? C'est le néant. C'est le néant. C'est la dualité infinie. C'est l'infinitude. Alors, ce n'est pas que j'impose quoi que ce soit. Il suffit, pour comprendre l'univers, ne pas partir de la matière, mais de partir de rien. Et ensuite, on progresse et on arrive à ça. Alors, on part de l'énergie magnétique, bien sûr, qui est une qualité du néant qui est à la fois impossible et nécessaire. Impossibilité parce qu'il y a séparation, nécessité parce qu'il y a unification, ou tout au moins en même temps, simultanément. Par conséquent, séparation, unification, c'est l'énergie magnétique. Et là, il n'y a pas de dimension. Il n'y a pas de dimension. On peut aller dire, qu'est-ce qu'on trouvera? La dualité magnétique, la dualité magnétique, la dualité magnétique. Donc, pas de problème. On sait qu'au bout, quand on s'arrive au bout, on aura encore des aimants, et non pas de la matière. Il n'y aura plus de problème à se poser, puisque la dernière, ce sera la même que la première. Il n'y aura plus de problème à se poser. Donc, toujours l'énergie magnétique, l'énergie magnétique. Alors, c'est peut-être un abus de ma part de dire qu'il n'y a que cela, mais étant donné que c'est la seule chose qui me permet d'expliquer l'univers, eh bien, je l'accepte telle qu'elle est. Et puis je m'en contente et je m'en félicite.